Bonjour, bienvenue à cette capsule qui termine le chapitre 4. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est le principe de Le Chatelier. C'est un principe que vous avez probablement déjà vu au secondaire. Donc, c'est un principe qui s'applique à l'équilibre, donc de manière qualitative, donc sans mettre de chiffres. On essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe lorsqu'on perturbe un équilibre. Donc, on va voir qu'on peut perturber un équilibre de différentes façons. Donc, soit en modifiant des concentrations, donc soit augmenter des concentrations ou diminuer des concentrations. On peut perturber l'équilibre en changeant les pressions et on peut perturber l'équilibre en changeant les températures. Une des choses importantes à retenir avant de commencer, c'est que lorsqu'on perturbe l'équilibre, donc que ce soit des concentrations ou des pressions, la constante, comme son nom le dit, bien, la constante, elle reste constante. Donc, mon système va se réajuster, va s'équilibrer, mais la constante, elle, va rester toujours la même. Le seul facteur qui va modifier la valeur numérique de la constante, c'est la température. Donc, on va voir de quelle manière la température va faire soit monter la constante ou diminuer la constante. Ça va? Donc, le principe de Chatelier, c'est vraiment qualitatif. Là. On ne met pas de chiffres dans cette capsule-ci. C'est plus de la compréhension. Donc, toujours dans le chapitre 4, qui traite de l'équilibre chimique. On est maintenant dans la section 4.7 qui concerne le principe de Le Chatelier. On a déjà vu de manière numérique, donc comment l'équilibre se déplace en fonction des concentrations initiales, comment calculer une constante d'équilibre, etc., etc. Donc, dans la section 4.7, c'est plus théorique. Donc, on essaie de voir comment mon système s'ajuste lorsqu'on perturbe un système qui est déjà à l'équilibre. Donc, il faut comprendre que mon système est déjà correct, il est déjà à l'équilibre, puis on vient modifier cet équilibre-là et mon système va se réajuster. Donc, qu'est-ce que c'est le principe de Le Chatelier? Donc, vous l'avez ici en bleu. Donc, si on le lit, c'est marqué, si on tend à modifier les concentrations d'un système à l'équilibre, donc votre système est déjà à l'équilibre, vous le modifiez, donc il va réagir de manière à s'opposer à ce changement-là. Donc, il va essayer de rétablir les conditions pour avoir un nouvel équilibre. Donc, vous avez un système qui est stable, vous le modifiez, il va s'opposer à ce changement-là pour retrouver un nouvel état d'équilibre. Donc, il y a trois manières de modifier l'équilibre, comme j'ai mentionné en entrée de capsule. Donc, on peut soit modifier les concentrations, on peut modifier les pressions ou on peut modifier la température. Donc, c'est les trois facteurs qu'on va regarder dans cette capsule-ci. Donc, premier cas, on modifie les concentrations. Donc, vous allez voir, c'est quand même assez simple à comprendre. Donc, vous avez une réaction fictive. Dans ce cas-ci, j'ai seulement que des gaz. Donc, JA plus LB donne MC plus ND. Les lettres en rouge, c'est mes coefficients stoichiométriques, donc mes chiffres. Les lettres en bleu, c'est mes composés chimiques. Donc, les quatre composés sont gazeux, donc vont participer à l'état d'équilibre. On se rappelle que les solides et les liquides purs ne sont pas considérés, mais dans ce cas-ci, les gaz et les aqueux le sont. Donc, comme tout est gazeux, tout va faire partie de mon équilibre. Donc, on va faire différents exemples. Donc, premier cas, j'augmente ma concentration de A. Donc, j'ai déjà mon système à l'équilibre. Je viens le perturber en augmentant la concentration de mon composé A. Mon système va se réajuster. Donc, lui, ce qu'il va vouloir faire, mon système, c'est compenser pour le fait que j'ai d'augmenter une concentration. Donc, il va vouloir diminuer. Donc, il veut toujours faire le contraire de ce que je lui impose. Donc, moi, j'ajoute du A. Mon système veut le diminuer. Donc, il faut se demander, est-ce qu'il y a avantage à aller vers la droite ou à aller vers la gauche? Donc, comme moi, j'ai augmenté le A, mon système veut le diminuer. Il va se déplacer vers la droite. Donc, si je m'en vais vers la droite, on va faire diminuer les réactifs, augmenter les produits. Donc, c'est ce que je vais indiquer ici. Donc, pour s'opposer au changement que j'ai fait, donc qui est en rouge, mon système va se déplacer vers la droite, comme ça, de sorte que la quantité de A va se mettre à diminuer, la quantité de B va se mettre à diminuer, la quantité de C va augmenter et la quantité de D va augmenter. Donc, une fois que vous avez déterminé le sens de votre réaction, bien, tout ce qui est au début de votre flèche diminue, tout ce qui est au bout de votre flèche augmente. Donc, on voit que
ma petite ligne verte, là, ma petite flèche verte, vient montrer que mon système a fait le contraire de ce que je lui ai imposé. Donc, moi, j'ai augmenté le A. Mon système s'est organisé pour le diminuer. Deuxième exemple, j'augmente le B. Donc, mon système veut s'opposer à ce changement-là. Donc, on va se demander, est-ce qu'il va aller vers la droite ou aller vers la gauche? Donc, on va aller dans ce cas-ci vers la droite pour s'opposer au changement de concentration, de sorte que le A va diminuer, le B va diminuer, le C va augmenter et le D va augmenter. Donc, mon système fait toujours le contraire de ce que j'impose. Troisième exemple, j'augmente la quantité de C. Donc, mon système veut faire le contraire, il veut diminuer la quantité de C pour s'opposer au changement. Donc, si je veux diminuer la quantité de C, bien, je vais avoir avantage d'aller vers la gauche. Donc, si je vais vers la gauche, bien, tout ce qui est au début de ma flèche diminue, tout ce qui est au bout de ma flèche augmente. Donc, le A va augmenter, le B va augmenter, le C va diminuer et le D va diminuer. Donc, on voit que en allant vers la gauche, mon système s'est opposé au changement que je lui ai imposé. Dernier exemple, j'augmente la quantité de D. Mon système veut s'opposer à ce changement-là. Donc, il y a avantage à aller vers la gauche, de sorte que le A va augmenter, le B va augmenter, le C va diminuer et le D va diminuer. Donc, on voit que euh, mon système s'est organisé pour faire le contraire de ce que je lui ai imposé. Ça va? Donc, les concentrations, vous pouvez les augmenter, vous pouvez les diminuer. Mon système va toujours s'ajuster pour aller dans le sens qui va s'opposer au changement que je vais lui faire. Important, ça. Donc, quand je joue avec les concentrations, la constante, elle ne bouge pas. Donc, si par exemple ma constante valait, je ne sais pas, 5, mais mes concentrations vont s'ajuster pour qu'à la fin, ma concentration, ma constante reste à 5. Donc, la valeur numérique de la constante, elle ne change pas, même s'il y a des ajustements à l'intérieur de ma réaction. Modifier les pressions. Donc, il existe trois façons de modifier les pressions. Et ce qu'on marque ici, c'est que la pression affecte uniquement les composés gazeux. Donc, tout ce qui est solide, liquide, aqueux ne sont pas affectés par la pression. C'est vraiment juste les gaz qui vont être modifiés. Donc, trois manières de changer une pression. Donc, vous pouvez soit changer la concentration d'un composé gazeux, donc soit en ajouter, soit en enlever, ce qui correspond un peu à ce qu'on a fait précédemment. Vous pouvez ajouter un gaz qui n'est pas dans votre réaction. Donc, ça peut arriver dans certains cas que, par exemple, vous voulez que votre réaction se fasse en milieu pas d'oxygène. Donc, vous allez mettre au-dessus de votre réaction, vous allez ajouter un gaz en continu qui va empêcher l'oxygène d'entrer dans votre réaction. Mais ça va faire monter votre pression parce que lorsqu'on ajoute un gaz, ça fait monter la pression. Et troisième façon de modifier une pression, c'est de changer le volume. Donc, on va l'expliquer tantôt, là, mais on se rappelle qu'il y a une relation entre le volume et la pression pour un gaz. On reprend ici la même réaction. Donc, changer la concentration d'un composé gazeux. Mais ça revient aux exemples qu'on a fait tantôt. Là, on modifie des concentrations. Donc, exemple, j'augmente la quantité de B. Mon système veut s'opposer au changement. Donc, dans ce cas-ci, il va aller vers la droite. Ce qui va faire en sorte que le A va diminuer, le B va diminuer, le C va diminuer et le C va augmenter et le D va augmenter. Donc, on voit que mon système s'est opposé au changement. Donc, j'ai augmenté la pression parce que j'ai ajouté un gaz, mais mon système s'est ajusté pour recréer un nouvel état d'équilibre. Donc, changer la concentration, là, que ce soit un gaz ou un aqueux, c'est le même principe. Il n'y a pas de changement. Deuxième façon de modifier la pression, vous pouvez ajouter un gaz à votre réaction. Donc, imaginez, là, vous avez votre réaction, là, A plus B donne C plus D, puis vous injectez un nouveau gaz dans votre réaction. Donc, c'est sûr que la pression va monter. Par contre, donc ici, l'exemple, c'est que j'injecte un gaz E, mais le gaz E ne fait pas partie de ma réaction. On voit là, il est nulle part. Donc, comme le gaz E ne fait pas partie de ma réaction, bien, la concentration de A ne bouge pas, la concentration de B ne bouge pas,
la concentration de C ne bouge pas, puis la concentration de D ne bouge pas. Donc, comme il n'y a pas de changement de concentration ici, donc même si je fais monter la pression, mais ma constante ou mon système ne bougera pas. Il n'y aura pas de changement dans cette réaction-là parce que le E n'est pas un des composés de la réaction. Donc, c'est une façon de voir qu'on peut monter la pression d'un système sans que votre équilibre ne soit modifié. Troisième façon de modifier une pression, c'est de changer le volume de la réaction. Donc, c'est ce que j'indique ici en C, là, modifier le volume dans lequel la réaction a lieu. Petit rappel de chimie secondaire 5, le fameux PV est égal à nRT. Donc, la pression multipliée par le volume est égal à le nombre de moles fois une constante fois la température. Et on se rappelle que nRT, c'est une constante. Vous avez rappelé les différentes lois des gaz, là, loi d'Avogadro, loi de Boyle, loi de Mariotte, etc. Là. Donc, il existait différentes lois. On se rappelle que P fois V, c'est une constante qui est égale dans ce cas-ci à N fois R fois T. Et pour l'exercice, je vais juste le ramener en constante comme c'est ici. De sorte que si vous augmentez votre pression, mais nécessairement le volume va diminuer. Et si j'augmente la pression, le volume diminue. Si je diminue la pression, le volume augmente. Donc, de façon plus simpliste, là, la pression et le volume sont inversement proportionnels. De sorte que si j'augmente mon volume, donc imaginez que vous avez une réaction, vous augmentez votre volume, de façon plus simple, si vous imaginez un pneu, donc vous augmentez le volume de votre pneu, donc la pression à l'intérieur va diminuer. À l'opposé, si votre volume diminue, donc imaginez un ballon là, que vous pèsez dessus, à ce moment-là, la pression va augmenter. Donc, ils sont inversement proportionnels. Donc, quand le volume augmente, pression diminue. Quand le volume diminue, pression augmente. Donc, voici une réaction. Donc, je l'ai un petit peu modifiée pour cette partie-ci. Donc, j'ai mis des coefficients. Donc, coefficient 3A, coefficient 2 en avant du B, un 1 en avant du C et un coefficient 2 en avant du D. Vous voyez que le A est gazeux, le B est gazeux, le C est aqueux et le D est gazeux. Donc, comme on parle de pression, le C ici, on n'en tient pas compte. Donc, on tient compte uniquement des molécules gazeuses lorsqu'on parle de pression. Donc, si par exemple, j'ai une réaction dans laquelle j'augmente le volume, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, on se rappelle que c'est inversement proportionnel, de sorte que si j'augmente mon volume, la pression, elle va diminuer. Donc, ça, c'est le changement que moi, je fais à mon système. J'augmente le volume de ma réaction. Donc, la pression à l'intérieur de ma réaction va diminuer. Mon système, il veut s'opposer à ça. Donc, il ne sera pas content que je diminue la pression. Il va vouloir la réaugmenter. Donc, comment il va faire pour augmenter la pression? Donc, pour s'opposer au changement que je veux faire. Donc, il y a le choix d'aller à gauche ou à droite. Et ce qui crée de la pression, c'est toujours les molécules gazeuses. Donc, on va comparer le nombre de molécules gazeuses à gauche avec le nombre de molécules gazeuses à droite. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, on voit qu'à gauche, j'ai 3 molécules gazeuses pour le A, 2 molécules gazeuses pour le B. Donc, j'en ai 5. Du côté des produits, j'ai seulement que le D qui est gazeux. Donc, j'ai seulement que 2 gaz. Donc, à gauche, 5 gaz. À droite, 2 gaz. Moi, j'ai forcé mon système à baisser sa pression. Qu'est-ce que mon système va vouloir faire? Il va vouloir la réaugmenter. Donc, pour augmenter la pression, mon système va aller vers la gauche dans ce cas-là, pour pouvoir aller du côté qui a le plus de gaz, ce qui va augmenter la pression. Je ne sais pas si c'est clair, là. Donc, moi, je diminue la pression, mon système s'oppose à ce changement-là. Donc, il va aller du côté où est-ce qu'il y a le plus de gaz pour pouvoir réaugmenter sa pression, de sorte que si je vais vers la gauche, bien, le A va augmenter, le B va augmenter, le C va diminuer et le D va aussi diminuer. Ça va? Donc, mon système fait toujours le contraire de ce que je lui impose. Deuxième exemple, je diminue le volume de cette réaction-là. On se rappelle que volume et pression sont inversement proportionnels, de sorte que si je diminue mon volume,
ma pression va augmenter. Mon système veut s'opposer à ce que j'ai dit faire. Donc, moi, je lui impose d'augmenter sa pression. Mon système va pouvoir s'organiser pour la diminuer. Donc, faire le contraire de ce que j'impose. Donc, il y a le choix d'aller à gauche ou à droite. Comme on parle de pression, on regarde uniquement les molécules gazeuses. À gauche, on l'a vu tantôt, j'ai 5 molécules gazeuses. À droite, j'ai 2 molécules gazeuses. Donc, comme mon système veut s'opposer au changement que je viens d'y faire, donc il va aller diminuer la pression. Donc, il va se diriger vers le côté qui a le moins de molécules gazeuses pour que sa pression baisse. Donc, dans ce cas-ci, j'irai vers la droite. Donc, si je vais vers la droite, le A diminue, le B diminue, le C augmente et le D augmente. Important, encore une fois, la pression, les volumes, donc tout ce qu'on vient de faire, ça ne change pas la valeur de la constante. La principale caractéristique d'une constante, c'est d'être constant. Donc, peu importe les changements qu'on va faire, là, la constante va toujours rester la même. Le seul facteur qui va faire modifier la valeur de la constante, c'est le prochain facteur, c'est la modification de la température. Donc, lorsqu'on modifie la température, dans le fond, ce qu'on modifie, c'est l'énergie de la réaction. Donc, si on augmente la température, on augmente l'énergie. Si on diminue la température, bon, on diminue l'énergie. Petit rappel concernant l'énergie. Avant le petit rappel, là, et c'est important ici de voir que la température, c'est le seul facteur qui va modifier la valeur de la constante, là. Donc, tous les changements qu'on a vus jusqu'à présent, là, concentration, volume, etc., là, ça ne modifie pas la constante. Seulement la température va faire bouger notre constante. Donc, petit rappel. Donc, lorsqu'on parle d'une réaction qui est endothermique, donc endothermique veut dire qui absorbe de l'énergie. Donc, dans ce cas-là, mon delta H il est positif, donc plus grand que 0. Donc, vous avez le symbole d'enthalpie qui est delta H. Donc, si ma réaction est endothermique, mon delta H, mon énergie, se retrouve du côté des réactifs. Donc, vous voyez là, je l'ai mis ici. Donc, endothermique, l'énergie est du côté des réactifs. Si jamais c'est exothermique, à ce moment-là, le delta H est plus petit que 0, donc négatif. Et dans ma réaction, une réaction exothermique, on met l'énergie du côté des produits. Vous voyez, là, je l'ai mis ici, à droite. Premier exemple, vous avez ici une réaction qui est endothermique, delta H qui est à gauche, et on modifie mon équilibre en diminuant la température. Donc, si je diminue la température, je vais baisser l'énergie de ma réaction. Comme mon énergie est du côté des réactifs, donc mon changement va se produire ici. Donc, mon énergie abaisse. Mon système veut s'opposer à ce changement-là. Donc, il veut réaugmenter l'énergie. Donc, comme je veux réaugmenter l'énergie, ben, je vais aller du côté gauche, comme c'est ici, de sorte que mon énergie va se mettre à réaugmenter tranquillement. Donc, j'envoie ma réaction vers la gauche pour augmenter le delta H, de sorte que le A va augmenter, le B va augmenter, le C va diminuer et le D va diminuer. Donc, ce qui est au début de ma flèche diminue, ce qui est au bout de ma flèche augmente. On se rappelle que la constante, c'est produit sur réactif, de sorte que mes produits, on voit qu'ils diminuent, donc C et D diminuent. Mes réactifs augmentent, donc vous voyez que A et B augmentent. Donc, comme les produits diminuent, les réactifs augmentent. Donc, si je fais baisser la température dans cet exemple-ci, à ce moment-là, ma constante va diminuer. Donc, vous voyez là, numérateur baisse, dénominateur augmente. Donc, globalement, ma constante va diminuer. Deuxième exemple, j'augmente la température. Donc, toujours ma réaction qui est endothermique. Donc, mon delta H est du côté des réactifs. J'augmente la température. Donc, j'augmente l'énergie de mon système. Ma réaction va s'opposer à ce changement-là. Donc, va s'organiser pour faire baisser la température. Donc, ma réaction va se produire à ce moment-là vers la droite pour pouvoir baisser le delta H, de sorte que le A va diminuer, le B va diminuer, le C va augmenter
et le D va augmenter. Donc, ce qui est au début de ma flèche diminue, ce qui est au bout de ma flèche augmente. On se rappelle que la constante, c'est produit sur réactif. On voit que les produits augmentent, les réactifs diminuent. C'est ce que j'indique ici. Donc, le numérateur augmente, le dénominateur diminue, de sorte que globalement, ma constante va augmenter. Troisième exemple avec la température. Donc, on est rendu avec une réaction qui est exothermique. Donc, mon delta H est à droite de ma réaction, donc c'est exothermique. Je diminue ma température, donc j'abaisse l'énergie de mon système. Donc, j'ai baissé ici le delta H. Mon système veut s'ajuster en compensant pour cette baisse-là. Donc, il veut le réaugmenter. Donc, ma réaction va aller vers la droite, de sorte que le A va diminuer, le B va diminuer, le C va augmenter et le D va augmenter. Donc, ce qui est au début de ma flèche diminue. Ce qui est au début de ma flèche diminue. Ce qui est au bout de ma flèche augmente. Et comme la constante d'équilibre, c'est produit sur réactif, on voit que C et D augmentent, donc mes produits augmentent. On voit que A et B diminuent, donc les réactifs diminuent. Mon numérateur augmente, mon dénominateur diminue, de sorte que globalement, ma constante va augmenter dans ce cas-ci. Dernier exemple, toujours la même réaction qui est exothermique. Mon delta H est à droite. On augmente la température, donc on augmente l'énergie du système. Donc, je le mets ici. Mon système veut s'opposer à ce changement-là, donc il veut baisser l'énergie. Donc, si on veut la baisser, ma réaction va aller vers la gauche, comme ça ici. Ce qui est au début de ma flèche va diminuer. Ce qui est au bout de ma flèche va augmenter. Donc, A va augmenter, B va augmenter, C va diminuer, D va diminuer. Donc, mon énergie ici diminuerait aussi. Là. Je vais mettre une petite flèche verte pour illustrer. Et comme ma constante, c'est produit sur réactif, on voit que les produits C et D diminuent. Donc, je l'indique ici. Et on voit que les réactifs A et B augmentent. C'est ce que j'indique ici. Donc, numérateur diminue, dénominateur augmente, de sorte que ma constante va diminuer. Donc, on voit que la température, c'est le seul facteur parmi tous ceux qu'on a vus qui fait bouger la valeur numérique de la constante. Tous les autres ne le font pas bouger. Donc, je pense que ça terminait, oui. Donc, ça termine le principe de Le Chatelier. En principe, ça devrait être la revision de ce que vous avez déjà fait en chimie secondaire 5. Donc, si jamais ce n'est pas clair, n'hésitez pas à m'écrire ou à me consulter par rapport à ça. Vous avez des exercices à faire en lien avec ça. Donc, ça terminerait le chapitre 4. On va se revoir dans la prochaine capsule concernant le chapitre 5, qui va nous permettre d'appliquer ce qu'on a vu dans le chapitre 4, mais aux notions d'acide et de base. Donc, c'est là qu'on va commencer à introduire les pH, donc à mesurer le pH des acides, le pH des bases, le pH des sels. Donc, on va se servir de ce qu'on a vu dans le chapitre 4 et on va l'appliquer vraiment aux acides et aux bases. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule.